Bonjour à tous. La web diffusion va débuter dans 3 minutes. La web diffusion va maintenant débuter dans 1 minute. Bonjour à tous. Bienvenue à cette web diffusion sur le lymphome diffus à grande cellule B du diagnostic au traitement. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour cette présentation. Je me présente, mon nom est Joliane et je suis coordonnatrice des services à la communauté pour la région du Québec à la Société Leucémie et Lymphome du Canada. Donc, je serai la modératrice de cet événement en ligne. La présentation va être d'une durée d'environ 60 minutes, incluant la période de questions. Donc, puisque nous sommes présents en grand nombre, vous avez peut-être remarqué que votre micro est désactivé. Alors, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez le faire, mais je vous indiquerai de le faire dans la section questions et nous allons les lire à voix haute à la fin de la présentation. Aussi, notez que la présentation est enregistrée, donc vous allez recevoir un courriel lorsque celle-ci sera disponible. Donc, notre mission à la Société Leucémie et Lymphome du Canada, c'est de trouver un remède contre les cancers du sang, mais aussi d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées par un cancer du sang et de leur famille. Et surtout, nous sommes là pour vous aider. Donc, vous voyez nos coordonnées en ce moment à l'écran. Si vous êtes une personne qui a été diagnostiquée avec un cancer du sang ou si vous êtes le proche de quelqu'un qui a reçu un diagnostic et que vous sentez que vous avez besoin de soutien, que vous sentez que vous avez besoin de soutien, de ressources, d'informations, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Désolée, j'ai plus le contrôle, je crois. Je vois. Oui, désolée du petit problème technique. Si vous pouvez juste revenir sinon à la diapositive précédente. Je t'ai redonné le contrôle, je pense. Non, je ne l'ai pas. Donc, vas-y, Joliane, ça fonctionne maintenant. Merci, parfait. Donc, comme je le disais, si vous pensez que vous avez besoin de soutien, vous recherchez des ressources, l'information, vous voyez nos coordonnées à l'écran en ce moment. Donc, ma collègue Pascale Rousseau et moi-même. Puis, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Ça nous fait un réel plaisir de pouvoir vous soutenir et d'être là pour vous. Donc aussi, vous pouvez visiter notre site Internet qui regorge d'outils variés et d'informations. Donc, vous allez trouver des livrets informatifs sur les différents cancers du sang, sur les traitements, mais aussi sur les aspects psychosociaux qui sont liés à un cancer.
Aussi, pour les personnes qui sont peut-être plus visuelles, c'est possible d'aller regarder des vidéos explicatives sur les cancers, mais également sur les traitements, donc la gestion des traitements. Et aussi sur notre site Internet, toujours, au cancerdu-sang.ca, c'est possible d'avoir accès aux archives de nos anciennes web-diffusions. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'assister à l'une d'elles ou vous souhaitez simplement la visionner de nouveau, sachez que c'est possible de le faire sur notre site Internet. Et on a un tout nouvel outil, donc cette fois-ci, peut-être pour les personnes qui sont davantage auditives, il s'agit de balados qui sont disponibles sur les différentes plateformes, donc sur Spotify, Anchor ou Apple. Notre chaîne s'appelle « Parlons des cancers du sang ». Puis je vous inviterai à vous y abonner afin de recevoir des notifications lorsque du nouveau contenu y est ajouté. Puis c'est vraiment très intéressant, donc vous pouvez y écouter des témoignages de personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer du sang, mais également de proches aidants et de spécialistes du domaine de la santé. Et on a effectivement notre programme de soutien par les pairs qui est, selon moi, un de nos programmes phares. Donc, si vous souhaitez parler avec quelqu'un qui vit une situation similaire à la vôtre, sachez que c'est possible de le faire. Donc, ce programme offre la possibilité d'avoir une conversation ou deux téléphonique avec un bénévole formé qui a également reçu un diagnostic de cancer du sang ou qui est un proche aidant. Puis, on essaie vraiment de faire les jumelages en respectant les similitudes de chacune des situations. Donc, on va jumeler des personnes qui ont bien sûr le même diagnostic, mais aussi qui ont un âge similaire, le même sexe et une situation familiale semblable. Donc, c'est vraiment un programme qui donne un beau message d'espoir et qui aide beaucoup, beaucoup à passer au travers de la suite des choses. Et depuis juin 2020, on a un tout nouveau programme qui se nomme « Votre vie après le cancer ». Donc, vous voyez le site Internet afin d'y accéder. On sait que vivre un diagnostic de cancer, puis toutes les étapes qui suivent le diagnostic, chacun le vit différemment. Donc, l'expérience de chacun est unique. Puis, c'est pour ça qu'on a décidé de créer des outils afin de peut-être vous aider à progresser dans votre vie après le cancer. Donc, c'est possible d'y trouver des outils super intéressants comme des livrets afin de composer avec la fatigue liée au cancer, mais aussi les aspects psychosociaux ou la dysfonction cognitive. Mais également, c'est possible de trouver plusieurs web-diffusions et de lire et d'entendre des témoignages de personnes dans leur vie après le cancer. Donc, il est maintenant temps de débuter la présentation. Donc, je vous présente Dr Lemieux, qui est hémato-oncologue et chef du service d'hémato-oncologie au Centre intégré de cancérologie du CHUM. Donc, Dr Lemieux, à vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. Je remercie la Société Leucémie Lymphome du Canada de me donner l'opportunité de vous parler cet après-midi. C'est quelque chose que j'ai fait à plusieurs reprises, puis à chaque fois, je pense que personnellement, je trouve ça intéressant, mais je pense que ça peut aider différentes personnes. Donc aujourd'hui, on va parler du lymphome B diffus à grande cellule. Donc vous allez voir, on va aborder chacun des aspects reliés à la maladie. On va essayer de garder ça assez général pour que ça soit applicable à tout le monde. Donc, bonne présentation. Donc, le lymphome, pour plusieurs personnes, avant qu'un membre de la famille ou même que soi-même, on se fasse diagnostiquer avec un lymphome, on a plus ou moins entendu parler de ça. Souvent, les patients vont nous faire référence pour les gens qui sont un petit peu plus vieux. Ah, bien, on se souvient que Mario Lemieux a fait un lymphome, peut-être Sakou Koivu. Mais dans les faits, ce n'est pas le lymphome dont on entend le plus parler le plus souvent, mais ça représente quand même le 5e, 6e cancer en prévalence au Canada. C'est presque 7500 nouveaux cas par année. Puis ça arrive bien en arrière là, du cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer colorectal, qui sont les cancers dont on entend parler le plus souvent. Le lymphome, comparativement à d'autres cancers, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec le temps, il y a une augmentation d'incidence. Donc, il semble y en avoir de plus en plus de cas. Ici, ce sont des statistiques de Statistique Canada là, qui remontent déjà aux années 2000. On ne sait pas trop pourquoi le lymphome augmente en incidence, probablement en lien avec... vous allez m'excuser une seconde, j'ai des chiens qui jappent, mais c'est plate. Là.
Quand on travaille de la maison, je m'en excuse beaucoup. Donc, on revient. Donc, l'incidence qui augmente, pourquoi? Probablement à cause de l'environnement, la pollution, qui a probablement un effet qui est plus significatif sur le lymphome que d'autres cancers. Ce qu'on peut voir par ailleurs qui est ultra intéressant, c'est qu'alors que l'incidence augmente, heureusement, la mortalité augmente peu ou pas, ce qui nous veut dire qu'on atteint de plus en plus de bons résultats chez les patients. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le lymphome B diffus à grande cellule. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lymphomes, c'est une famille de maladies, donc c'est une famille de cancers qui ont tous en lien la cellule d'origine, qui est le lymphocyte, mais chacun des sous-types de lymphome est une maladie en soi. Donc, on va parler aujourd'hui du lymphome B diffus à grande cellule, qui est le lymphome le plus fréquent, c'est-à-dire celui qui représente environ 30% de tous les lymphomes. Donc, comme je vous le disais, le lymphome, c'est la tumeur de l'organe lymphoïde. Au même titre qu'un cancer du poumon, c'est la cellule du poumon. Dans le lymphome, la cellule qui est malade, c'est un lymphocyte. Un lymphocyte, c'est la photo que je vous ai mise ici, c'est une sorte de globule blanc. Des lymphocytes dans le corps, on en a tous. Et ce sont des globules blancs qui se promènent partout. Donc, contrairement aux tumeurs solides qu'on peut entendre, le sein, le poumon, le rein, ce n'est pas des tumeurs qui sont localisées à un endroit dans le corps, compte tenu que ces cellules-là peuvent se promener partout. Le lymphome lui-même peut arriver partout, autant au cerveau qu'au ventre, que n'importe où ailleurs. Donc, c'est vraiment la tumeur du lymphocyte. Ça va devenir important parce que de plus en plus de nos jours, on essaie de déterminer de façon la plus précise d'où vient la cellule. Comme ça, on est mieux capable d'identifier les tumeurs. Donc, c'est quoi notre risque de développer un lymphome dans une vie? On considère qu'il y a à peu près une chance sur 25 de développer un lymphome. Et ça, c'est en comparaison avec une chance sur à peu près 2 de développer un cancer dans la population canadienne actuellement. Et si vous comparez au cancer du sein, au cancer de la prostate, on a un risque qui est quand même beaucoup plus faible. Par comparaison, on dit que le cancer du sein, c'est à peu près 1 sur 7, 1 sur 8. Donc, y a-t-il des causes au lymphome? C'est probablement la première chose qu'on doit retenir ici. Contrairement à d'autres cancers, le lymphome est à peu près pas, sinon pas du tout héréditaire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se transmet à l'intérieur des familles, des parents aux enfants. Ce qui est un peu pas le cas avec certains cancers, dont entre autres le cancer du sein, certaines formes de cancer du côlon. Donc, la cause réelle, on ne la connaît pas, mais on sait qu'il y a certains facteurs prédisposants, certaines formes de maladies congénitales du système immunitaire, certains médicaments, certains types de maladies auto-immunes et certains virus, dont entre autres le VIH, qui est un des facteurs de risque bien reconnu pour le lymphome B diffus à grande cellule. Donc, on va parler à partir de maintenant du cheminement, c'est-à-dire on ne va pas commencer par les symptômes, le diagnostic, qu'est-ce que le médecin fait, qu'est-ce qui est le plan du traitement et le traitement, pour faire un peu un survol de l'ensemble des choses qui sont vécues par le patient et éventuellement sa famille quand on a affaire avec cette maladie-là. Donc, les symptômes. Donc, le lymphome B diffus à grande cellule, on le disait, c'est entre 25 et 30% des lymphomes non-Hodgkiniens. L'âge médian est autour de 64 ans, mais c'est un lymphome qu'on peut rencontrer autant chez quelqu'un qui a 20 ans que quelqu'un qui en a 99. La majorité des cas arrivent, par ailleurs, comme on dit, autour de 60 ans. Puis ça a une certaine importance parce que certains traitements qu'on voudrait donner peuvent être parfois plus difficiles à donner quand on a 80 ans. Le plus souvent, on va parler de maladies avancées, de stades avancés, et on va parler un peu plus tard des stades. 30% des patients ont des symptômes B. Les symptômes B, ce sont des symptômes généraux qu'on peut rencontrer à l'occasion dans le lymphome B diffus à grande cellule, à savoir la température, le fait de perdre du poids ou un symptôme que tout le monde connaît quand on lit Internet, les sudations nocturnes la nuit. 30% des gens vont avoir une atteinte au niveau de la moelle osseuse, puis 40% vont avoir des atteintes au niveau de différents organes.
On peut diviser en 3 grands types de symptômes, ce que les patients ressentent au moment du diagnostic du lymphome. Et ça est directement relié à la localisation de la maladie. C'est quelque chose qui est assez simple à comprendre. Donc, comme on disait, il y a une bonne proportion des gens qui vont avoir une maladie au niveau de la moelle. La moelle, elle sert à quoi? La moelle, elle sert à faire les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Donc, si quelqu'un a une maladie au niveau de la moelle, bien, cette maladie-là va prendre la place puis elle va empêcher la moelle de faire des globules rouges. Donc, on va devenir anémique, on va être plus fatigué, on va être moins en forme, on n'aura pas de tolérance à l'effort. Au même titre, s'il y a moins de place pour faire les globules rouges, il peut y avoir moins de place pour faire les plaquettes, ce qui nous met plus à risque de faire des bleus, de saigner. Et finalement, s'il y a moins de place pour les globules rouges et les plaquettes, il peut y avoir moins de place aussi pour certains bons globules blancs, puis ça peut augmenter le risque d'infection. Donc ça, c'est les symptômes qui sont reliés à un envahissement de la moelle. Comme on disait, le lymphome, c'est la tumeur des ganglions. Donc souvent, puis dans une bonne partie de tous les patients, il va y avoir une prolifération, donc une augmentation de la grosseur des ganglions. Et là, les symptômes vont être directement reliés au ganglion qui est augmenté. Par exemple, imaginez-vous que vous avez un ganglion qui est sur le bord de la colonne. On peut avoir mal dans le dos, ça peut irriter certains nerfs. Si c'est un ganglion dans le cou, ça peut lui donner de la difficulté à avaler. Ce qui fait qu'il n'y a pas un symptôme pour le lymphome, il y en a des, et c'est toujours en fonction d'où sont localisés les plus gros et ceux qui causent le plus de problèmes. Finalement, il y a les symptômes généraux, c'est-à-dire ceux qu'on disait tout à l'heure, les symptômes B, c'est-à-dire la fatigue, être moins en forme, on peut faire un peu de température, on peut perdre du poids, tous des symptômes qui sont habituellement associés avec une maladie là, qui est un peu plus avancée. Donc, on peut imaginer qu'un patient va développer certains symptômes et c'est ce qui va l'amener éventuellement à consulter, soit parce qu'il développe une symptomatologie pour laquelle il ne comprend pas, il est plus fatigué, il est moins en forme, ou souvent, le patient va se présenter à son médecin avec un ganglion qui est augmenté de volume, et là, va commencer l'enchaînement de toute l'investigation. Donc, pour faire le diagnostic, c'est une condition qui, comme la majorité des cancers, dont on a besoin d'avoir une biopsie. Donc, on doit obtenir une biopsie soit de l'organe malade ou d'un ganglion. Pourquoi on veut ça? Bien, parce que ça va nous permettre de faire différentes analyses. La biopsie, elle doit être la plus grosse possible parce que pour avoir un bon diagnostic, ça prend un spécimen qui est représentatif. Et de nos jours, on fait tellement d'analyses sur ces spécimens-là pour être mieux capable de caractériser les tumeurs qu'il faut essayer d'obtenir la plus grosse biopsie possible. Donc, le médecin qui va évaluer un patient pour lequel il y a une suspicion de lymphome et qui va vouloir effectuer une biopsie, il va essayer de choisir le site le plus facilement accessible et surtout le site pour lequel il y a le moins de risques possible de faire une biopsie. Comme exemple, on peut imaginer quelqu'un qui a un ganglion dans le cou, c'est facilement accessible. Les risques d'aller faire une petite chirurgie ou d'ouvrir sont faibles. Ce qui n'est pas la même chose que quelqu'un qui va avoir un gros ganglion dans le fond du ventre et qui n'est pas accessible facilement. Donc, habituellement, on a recours soit à une biopsie directement chirurgicale où on demande au chirurgien d'aller enlever un morceau ou parfois, parce que le ganglion ou la lésion est mal située, on va demander à un radiologiste de faire un scanner puis d'éventuellement d'aller avec une aiguille chercher un petit morceau de la lésion. Donc, ça ressemble à quoi une biopsie? Bien, ça ressemble à peu près à ce que vous voyez ici, dépendamment du type de biopsie qu'on va obtenir. Et là, après, ça devient le travail de notre ami, le pathologiste, la personne qui va donc regarder au microscope. Puis vous avez des exemples ici, qui va regarder au microscope ce à quoi ressemble la biopsie et qui, au bout de la ligne, va être capable de nous donner un résultat. Le pathologiste va regarder simplement qu'est-ce qu'il y en est, mais il va aussi faire toutes sortes d'analyses. Ici, vous avez une analyse avec des couleurs, là, le brun qui représente la positivité pour certaines anomalies, et c'est à l'aide de ça qu'il va être capable de faire le diagnostic. De façon générale, un pathologiste va être capable d'obtenir
un diagnostic entre 7 et 10 jours, mais dépendamment de l'urgence et de l'importance, on est parfois capable d'obtenir des résultats préliminaires fiables plus rapidement que ça. Donc, il ne faut pas penser que la journée où on fait la biopsie, notre médecin va avoir le diagnostic le soir. Ça prend certaines analyses qui sont automatisées et donc ça prend calculer facilement 7 à 10 jours avant d'avoir le diagnostic. Ce qui nous amène à parler directement du lymphome B diffus à grandes cellules. Donc, vous avez une photo ici de ce que le pathologiste voit. Pour un œil aguerri, on voit que ce sont des lymphocytes et que ce sont des grandes cellules, ce qui fait que le diagnostic est, pour un pathologiste, facile à poser. Mais donc, le pathologiste va regarder aussi certaines caractéristiques de ces cellules-là, puis pour la personne qui connaît ces informations-là, il va être capable de dire « Ah, mais la carte d'identité du lymphocyte qui est malade ici correspond à ces marqueurs-là et va être capable de déterminer que c'est bien un lymphome B diffus à grandes cellules. » Donc, le lymphome B diffus à grandes cellules, c'est une maladie qui est mortelle si on la laisse non traitée. Elle fait partie des lymphomes qu'on considère agressifs et que si on laisse sans rien faire pour quelques mois, ça peut facilement mettre notre vie en danger. Heureusement, c'est une maladie qui, de nos jours, est potentiellement curable lorsque pris en charge. Malheureusement, on ne guérit pas tous les patients, mais il y a une bonne proportion des patients qui vont être guéris avec les traitements qu'on va être capable de donner. Puis le pronostic est directement relié à l'étendue de la maladie, ce qui fait qu'une maladie qui est plus précocement a potentiellement plus de chances d'arriver à une cure par la suite. Donc, vous avez fait la biopsie, on avait des symptômes. Le patient a eu sa biopsie, le pathologiste a été capable d'identifier la nature de la maladie. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Je me permets de mettre, j'ai 2 diapositives qui sont plus compliquées, mais c'est pour vous dire que de nos jours, le lymphome B diffus à grandes cellules, c'est plus juste une maladie. Ce que les études ont montré, c'est que quand on fait des analyses, puis ici c'est un dessin, on pourrait appeler ça de l'art abstrait, où on regarde tous les gènes qui sont exprimés par la tumeur, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'il n'existe pas un type de lymphome B diffus à grandes cellules, mais il en existe probablement 3 principaux. C'est ce qu'on appelle les lymphomes du centre germinaux et les lymphomes activés, puis un autre qu'on appelle le type 3, là, qui est un peu quand ça ne fonctionne pas ni dans le centre germinal, ni dans les cellules activées. Pourquoi c'est important? Bien, ça ne l'était pas jusqu'à tout récemment parce qu'on traitait souvent les gens avec le même type de chimiothérapie pour tout le monde, mais de plus en plus avec la recherche, on se rend compte que ce qui est efficace pour ces gens-là ici sera probablement pas aussi efficace pour les gens ici et vice-versa. Donc, de plus en plus, c'est une donnée que le médecin va aller chercher dans le rapport de pathologie parce qu'il va peut-être, à court terme, être obligé d'ajuster le traitement en fonction du sous-type. Donc, une fois qu'on a un bon diagnostic, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien, il nous reste à faire ce qu'on appelle en langage médical le staging, c'est-à-dire savoir où il y a de la maladie pour être capable de donner le bon traitement et capable d'ajuster le traitement en fonction de l'étendue de la maladie. Donc, souvent, le médecin va vouloir faire certains prélèvements de sang, va faire ce qu'on appelle de l'imagerie pour voir où il y a de la maladie. On va se servir de scanner, on va se servir de TEP-scan sur lequel on va revenir. Dans bien des cas, on va vouloir faire une évaluation de la moelle, c'est-à-dire une biopsie de moelle pour savoir si la moelle est atteinte. Puis finalement, en fonction des symptômes du patient, puis en fonction de où est-ce qu'on va trouver de la maladie, on sera appelé à faire différents autres examens afin d'orienter le traitement, mais afin de s'assurer que le patient est capable de subir tous les traitements. Puis ici, je parle entre autres de l'évaluation cardiaque, de l'évaluation du liquide céphalorachidien sur lequel on va revenir un petit peu plus tard. Donc, les scanners, ben, vous le savez, c'est l'examen qui nous permet de voir à l'intérieur du corps puis de façon très précise, il y a de la maladie. C'est des examens de nos jours qui prennent quelques minutes à faire et qui nous permettent, puis ici, vous avez des images que je vous ai mis, d'avoir une bonne idée où il y a de la maladie. Ici, pour ceux qui reconnaissent l'anatomie, ça c'est un ventre, vous avez les 2 reins ici, mais toute cette chose-là en gris, c'est une masse qui correspond à du lymphome, qui tasse le reste des organes.
Ici, vous avez la même chose. Ici, c'est une masse en gris qui est juste au-dessus du cœur, mais qui est très, très volumineuse et qui cause manifestement des symptômes aux patients. Donc, ces scanners-là vont nous permettre de savoir où il y a de la maladie sans avoir à recourir à des chirurgies extensives. De plus en plus, on utilise le TEP-scan et le TEP-scan est une méthode d'investigation des patients. Donc, le TEP-scan, le principe, c'est qu'on injecte aux patients un peu de sucre sur lequel on a mis de la radioactivité. Et le sucre dans le corps a tendance à aller se placer dans les organes qui sont très, 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 très actifs métaboliquement. Le cerveau, parce qu'on pense sans arrêt, on ne le voit pas ici, et le cœur, parce que le cœur n'arrête jamais de battre. Mais le sucre va aussi aller sur les tissus, entre autres, qui sont plus actifs. Donc, on peut penser à certains types d'infections, à certains types de cancers. Et dans le lymphome B diffus à grande cellule, le sucre a tendance à aller s'accumuler dans presque 95% des cas. C'est un très, très bon examen pour voir où il y a de la maladie de façon précise. Et vous voyez ici, ça c'est un PET scan, un TEP scan d'un patient avant de le traiter, où on voit que toutes les petites tracées blanches, ce sont toutes des petits ganglions et pour lesquels il y a de l'activité, puis pour lesquels on présume qu'il y a de la maladie. Le patient a reçu un traitement et ce que vous voyez au joie, toutes ces petites traces blanches-là ont disparu, ce qui veut dire que le traitement a été bien a été très, 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 très efficace. Donc, le TEP scan, on s'en sert au diagnostic pour permettre de mieux délimiter la maladie, mais on va s'en servir aussi à la fin des traitements parce que ça a une bonne valeur pronostique. Un TEP scan qui s'est normalisé après un traitement nous laisse penser qu'on pourra peut-être penser là, à une bonne évolution à long terme. Donc, c'est un examen qu'on ne faisait pas il y a 10-15 ans, mais qui de plus en plus de nos jours est rendu standard. Donc, comment stadifier la maladie du lymphome diffus à grande cellule? Bien, on utilise une vieille classification qui s'appelle les stades de Hannarber, qui sont fonction de où se trouvent les ganglions malades. C'est-à-dire, quand on a une maladie à un seul endroit, on va dire de stade 1. Pour la maladie, et là, on se sert du diaphragme comme étant ce qui sépare le corps en deux. Quand on a de la maladie à plusieurs sites ganglionnaires, mais d'un seul côté du diaphragme, que ce soit en bas ou en haut, on va dire stade 2. Quand on en a du côté en bas et en haut du diaphragme, on dit stade 3. Puis du moment qu'on a d'une maladie à l'extérieur des ganglions, mais affectant certains organes, on va appeler ça le stade 4. Point ultra important aussi, ici, quand on parle d'un stade 4 pour un lymphome, c'est une maladie avancée, mais ça n'a clairement pas la même signification qu'un stade 4 pour un cancer du poumon ou un cancer du sein. Donc, il est ultra important de ne pas comparer les stades d'une maladie ou d'un cancer à l'autre. Parce que bien que certains patients vont avoir des stades 4 pour un lymphome B diffus à grande cellule, ça n'empêche pas qui peuvent guérir, ils peuvent avoir d'excellents résultats dans leur traitement. Ce qui n'est pas tout aussi vrai quand on parle de cancer solide comme le cancer du sein et le cancer du poumon, puisqu'habituellement, le stade 4 signifie que la tumeur a quitté l'organe et s'est répandue en bon québécois. Donc, il ne faut absolument pas comparer les stades dans différentes maladies. Puis il faut surtout se souvenir qu'un stade 4 en lymphome, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas guérir, ça veut juste signifier, dans le fond, l'étendue de la maladie. Donc, comme je vous le disais, on va utiliser les stades de 1 à 4 pour lesquels votre hématologue va rajouter les lettres A et B dépendamment de la présence ou non de certains symptômes. Les symptômes B dont on a parlé tout à l'heure, on parle de température, encore une fois, perte de poids et sudation la nuit. Il pourra rajouter d'autres lettres au besoin selon une nomenclature là, qui est acceptée un peu partout dans le monde, mais qui, dans les faits, sert principalement à être capable de parler entre médecins et dire « j'ai vu un patient de stade 3A ». Là, aussitôt, ça allume des lumières dans la tête du patient et du médecin. Et ça permet éventuellement même d'orienter le traitement.
Donc, les symptômes constitutionnels dont on parlait tout à l'heure, les sudations nocturnes profuses. Souvent, les gens, ils vont me dire, ouais, mais j'ai chaud la nuit. Non, non, c'est pas ça des sudations profuses. Les sudations, c'est quelqu'un qui change ses draps, qui change son linge, qui est capable, en anglais, comme on dit, drenching sweat, c'est-à-dire si vous tordez votre chandail, vous allez avoir de l'eau. Donc, c'est pas juste avoir chaud la nuit, c'est vraiment avoir très chaud. Et c'est souvent un symptôme qui est marqué un peu partout dans les choses sur Internet. Et souvent, les gens ont peur après avoir été traités parce qu'ils ont l'impression qu'ils recommencent à avoir chaud la nuit, mais rarement ça correspond à ce qui devrait être retenu. Perte de poids de 10 % l'espace de 6 mois, puis une fièvre inexpliquée à plus de 38. Ce sont des symptômes qu'on disait tout à l'heure qui peuvent apparaître dans 30 % des cas, dépendamment de l'étendue de la maladie. Bon, on va parler, donc on a réussi à avoir le diagnostic, on a réussi à avoir l'étendue de la maladie. On va maintenant parler un peu de traitement. J'aime beaucoup ce dessin-là parce que quand on rentre dans le bureau d'un oncologue, ce qu'on a l'impression, c'est que face au traitement, on va être un peu comme si on avait une bombe qui allait nous tomber dessus. Mais ce n'est pas ce que c'était. Il faut surtout voir qu'on ne fait pas ça pour rien. Donc, le choix du traitement, je vous dirais que il y a une grosse partie de l'oncologie qui est on suit certaines recettes. Mais je pense que c'est important quand vous arrivez avec votre médecin au moment de discuter du traitement, de bien s'asseoir avec lui puis de prendre le temps de définir c'est quoi l'objectif du traitement. Parce que combien de fois on entend après « Ah, ben j'en avais pas parlé » ou « Mon médecin m'en avait pas parlé ». Donc, première chose quand on parle de traitement, définir l'objectif. Puis ici, l'objectif de traitement pour quelqu'un qui a un lymphome B diffus à grande cellule, dans la majeure partie des cas, ça va être la guérison. On ne pourra pas le garantir, mais on peut espérer du moins arriver à une guérison. Le médecin va devoir évaluer les facteurs qui vont influencer la délivrance du traitement, puis qui peuvent rendre plus ou moins difficile l'administration de certaines formes de chimiothérapie. Puis le pronostic ici va être directement relié à la capacité d'administrer le traitement et à l'étendue de la maladie. Et dans la décision du traitement lui-même, le médecin va devoir se fier aux autres problèmes de santé du patient, à certains effets secondaires attendus chez le patient en fonction de la chimiothérapie, puis aussi au désir du patient. On peut imaginer que certaines personnes, pour une raison XY, voudraient ou ne voudraient pas avoir certains types de traitements à cause des effets secondaires attendus ou simplement parce qu'ils n'en voient pas l'utilité. Et encore une fois, ici, ce sont des discussions qui doivent être faites de façon individuelle et un objectif de traitement doit être défini entre le médecin et son patient. C'est une maladie curable qu'on dit d'environ 60 % des cas. Ce qui fait que c'est une maladie, on regarde toujours le 60 %, mais c'est aussi une maladie pour laquelle, malheureusement, il y a 40 % des patients qui vont décéder après une ou plusieurs types de chimiothérapie. La question qui est toujours difficile à répondre, docteur, quelles sont mes chances de guérir? On est capable statistiquement de déterminer un pronostic attendu pour chacun des patients, mais dans les faits, ça demande des statistiques. Ce que j'aime dire à mes patients, puis je prends toujours un extrême, c'est que si vous avez 99 % de chances de guérir, il reste quand même qu'il y en a 1 % de chance. Puis si vous êtes dans ceux où malheureusement on tombe dans le 1 % de chance où il y a un décès, c'est noir ou blanc. Donc, les statistiques nous permettent d'avoir une idée, mais ça ne peut malheureusement pas être rapporté pour une personne, puisque pour une personne, il va y avoir deux résultats possibles, à savoir, je suis guéri puis ma vie continue, ou malheureusement, après un certain temps, la maladie l'emporte puis je décède. Donc, ce n'est pas tous les patients qui veulent avoir une idée du pronostic. Je pense que ça doit être discuté là aussi, parce qu'il y a moyen, il existe différentes échelles, puis je vais vous en montrer une. Mais il faut garder en tête que c'est que des statistiques et que c'est noir ou blanc, c'est-à-dire ça passe et on est guéri ou malheureusement, il peut y avoir un décès.
Le médecin, il existe différents algorithmes, mais à partir de certains critères, on est capable de définir le pronostic attendu pour un patient qui aurait certains critères. Puis vous voyez ici, pour quelqu'un qui a peu ou pas de critères défavorables, on peut aller jusqu'à 75% de survie à 5 ans, c'est-à-dire une guérison. Encore une fois, même si on a 75%, ça ne nous donne pas de garantie absolue. Donc, qu'est-ce qui est le traitement? Une fois qu'on a défini l'objectif, une fois qu'on a défini qu'on va être traité, qu'est-ce qui est le traitement? Ben, le traitement le plus utilisé, c'est un traitement qu'on utilise depuis, je dirais, une trentaine d'années. C'est une combinaison de chimiothérapie qui s'appelle le R-CHOP. Il y a certaines variantes du CHOP qui peuvent être utilisées par certains médecins, mais je vous dirais que c'est la structure, c'est le traitement le plus utilisé pour traiter cette maladie-là. C'est une chimiothérapie qui comprend un anticorps, qui est le rituximab, et 4 agents de chimiothérapie. C'est un traitement qui se donne à toutes les 3 semaines et qui va se donner selon l'étendue de la maladie, selon la tolérance, jusqu'à 6 cycles. Et ça aussi, c'est le genre de choses qui devraient normalement être discutées avec le médecin au début ou à l'amorce du traitement. Donc, les effets secondaires. C'est une chimiothérapie que je dirais d'intensité importante, dans le sens où ça peut, dans certains cas, donner des effets secondaires, mais de façon générale, c'est bien toléré. Ce dont les gens ont le plus peur, ce sont les nausées et le vomissement. J'aime dire à mes patients que c'est plus ce que c'était. Puis tous les films où on voit que des gens de la chimio qui se vomissent l'âme, puis qui sont couchés à terre dans la salle de bain, là, de façon générale, ça n'existe pas. Je ne vous dis pas qu'on ne peut pas avoir de nausées, mais avec l'arsenal de médicaments contre les nausées qu'on a aujourd'hui, de façon générale, c'est beaucoup moins un problème. C'est une chimiothérapie pour laquelle on perd nos cheveux. Habituellement, ça prend 3 à 4 semaines avant de commencer à tomber. Moi, je suggère à mes patients de garder les cheveux courts parce qu'une fois que ça se met à tomber, c'est un peu désagréable. Vous allez en avoir dans le lit, vous allez en avoir dans la douche, on se passe la main dans les cheveux et ça peut tomber, puis ça nous le rappelle à chaque fois. Donc, on se fait une séance en famille de coupe de cheveux, puis on les garde courts. Ça donne nécessairement de la fatigue. La fatigue qui, pour certains, peut être plus importante, puis d'autres moins. Dans ce contexte-là, souvent, moi, la majeure partie de mes patients ne travailleront pas durant ça, durant le traitement. De toute façon, je leur dis que c'est le temps d'investir sur la réalisation du traitement pour essayer d'arriver à la guérison. L'infertilité, c'est une chose qui est très, très importante, particulièrement lorsque la maladie atteint des jeunes gens en âge d'avoir des enfants. La chimiothérapie peut être associée à une ménopause précoce ou à de l'infertilité chez l'homme. Raison pour laquelle souvent, il devrait y avoir une discussion chez des gens qui ont des désirs éventuellement d'avoir des enfants, soit d'un don de sperme ou un don d'ovule, pour être certain que si malheureusement il y a un problème d'infertilité qui arrive, il y aura un plan B. Les infections, ce qui est probablement la chose la plus importante sur laquelle il faut insister, puisque ce sont des chimiothérapies qui vont diminuer les défenses contre les infections et donc qui vont mettre les gens à risque. Donc, raison pour laquelle on va toujours suggérer à quelqu'un qui a de la chimiothérapie de ce type-là de se présenter à l'urgence ou de consulter s'il y a de la température en haut de 38,3, 38,5. Puis, dépendamment des agents de chimiothérapie, il peut y avoir différentes toxicités à différents organes. Les deux ici principales qui méritent d'être mentionnées avec le R-CHOP, c'est la toxicité cardiaque qui à long terme peut arriver, qui est inhérente à l'utilisation de la chimiothérapie. Puis la toxicité au niveau des nerfs, des mains, des pieds qui est associée avec la vincristine. Donc, chacun des agents peut avoir une toxicité et c'est une chose qui devrait être discutée avec le patient avant d'amorcer son traitement. La question fréquente en chimiothérapie en relation avec les effets secondaires, est-ce que je peux prendre de l'alcool? La réponse, oui, on peut prendre de l'alcool, mais si vous prenez une cuite, vous risquez de la sentir pas mal plus que d'habitude. Souvent, les gens vont avoir le goût altéré, ce qui fait que c'est probablement pas le temps de prendre votre bouteille de Bordeaux 42, mais il n'y a pas de contre-indication absolue à
prendre de l'alcool, puisque de toute façon, en chimiothérapie, on va recommander les saines habitudes de vie. Est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles? Souvent, les gens vont dire qu'ils n'ont pas le goût. Mais dans les faits, il n'y a pas de contre-indication absolue non plus à avoir des relations sexuelles. Chez nous, à l'hôpital, je pense que c'est un peu partout pareil, on va quand même suggérer pendant une certaine période, pendant quelques jours après la réalisation de la chimiothérapie, de prendre des moyens de protection puisqu'il existe un risque que la chimiothérapie soit excrétée au niveau du sperme et ou au niveau des sécrétions vaginales, ce qui ferait qu'on met en contact notre partenaire avec potentiellement de la chimiothérapie. Mais les cheveux, on l'a dit, ça tombe, mais ça repousse. Des fois, ça repousse un peu plus frisé, mais ça ne repousse jamais bleu. Donc, tôt ou tard, on va réavoir une belle chevelure, mais ça prend plus de temps qu'on pense. Les gens, après la chimio, ont l'impression qu'après 3 semaines, ils vont avoir 2 pieds, ils vont pouvoir se faire une couette, là, mais ce n'est pas le cas. Ça prend du temps. Puis il faut laisser le temps à nos cheveux de pousser. Est-ce qu'on peut faire de l'exercice? Tout à fait. C'est même encouragé d'en faire. Il faut y aller selon notre capacité, mais il est clair que quelqu'un qui reste en forme durant sa chimiothérapie, la récupération va être plus facile, puis souvent, on va se sentir moins fatigué avant et après les traitements. Le travail, il n'y a pas de contre-indication absolue à travailler, mais je pense que quand on se bat pour une maladie potentiellement mortelle pour laquelle on peut guérir, souvent, je vais suggérer à mes patients d'arrêter de travailler pour pouvoir se concentrer sur le fait d'être capable de bien tolérer le traitement. Donc, à l'occasion, le médecin pourra parler aussi de radiothérapie, mais de plus en plus, je vous dirais, il y a moins de patients qui reçoivent de la radiothérapie dans les traitements initiaux des lymphomes B diffus à grandes cellules. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est le traitement le plus ancien du lymphome. La radiothérapie, là, ça n'égale pas nucléaire. C'est vraiment le principe de donner un rayon à un endroit qui va permettre de traiter à un seul endroit de la maladie, contrairement à la chimiothérapie qui, elle, va partout dans le corps parce qu'elle est donnée par les veines. Donc, le mécanisme d'action, c'est vraiment, là, il va y avoir un rayonnement qui va être pointé sur une zone en particulier. Et à cet endroit-là, la radiothérapie va entraîner la mort du tissu en espérant de garder les tissus sains le plus en vie possible. Donc, les lymphomes qu'on en a parlé tout à l'heure, ce sont des maladies qui sont très radiosensibles, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une bonne réponse, mais comme on l'a dit, la maladie du lymphome B diffus à grande cellule, c'est souvent une maladie qui est partout. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas la thérapie numéro 1, mais vraiment la chimiothérapie qui est utilisée. Et la radio peut être utilisée dans certains cas pour consolider le traitement et surtout pour essayer d'éviter qu'une maladie revienne à un endroit bien précis. La toxicité est directement reliée à la zone qu'on va traiter. Donc, il peut y avoir un coup de soleil à la surface de la peau. Et il pourrait avoir potentiellement, si on vise une zone où il y a un organe proche, avoir de la toxicité au niveau de cet organe-là. C'est pour ça qu'il y a une évaluation qui est faite par un radio-oncologue, puis on s'assure quand un traitement est donné qu'on vise au bon endroit et qu'on n'accroche pas les organes sains autour. Il y a certains patients avec le lymphome B diffus à grande cellule qui vont être traités avec la radiothérapie, entre autres les patients qui ont une maladie très localisée à 1 ou 2 endroits, où on sait qu'on peut faire un peu de chimiothérapie, donc notre chimiothérapie de type R-CHOP, puis on peut rajouter de la radiothérapie. Donc, ça peut faire partie de notre traitement curatif initialement. Ça peut faire partie d'un traitement de consolidation. Et parfois, quand la maladie est plus difficile et malheureusement plus contrôlable par la chimiothérapie, on pourra l'utiliser en palliation pour éviter des symptômes à un endroit. Donc, je pense qu'on peut espérer qu'on a notre traitement, mais qu'est-ce que sont les effets secondaires à long terme attendus de ce type de chimiothérapie-là? La fatigue. Dans ma rencontre que je fais à la fin des traitements avec mes patients, j'aime leur dire que leur vie a changé. Puis que souvent, des gens qui couraient un marathon avant le traitement, ils ne seront plus capables de courir le marathon. Parce qu'ils ont eu 6 mois de chimiothérapie,
parce que leur vie a changé, on leur a dit que peut-être qu'ils pourraient mourir. Et donc, il y a des gens, puis il ne faut jamais garder d'a priori, il y a des gens qui étaient capables de travailler 40 heures semaine avant, qui ne pourront peut-être plus en travailler après, et la vie deviendra ce qu'elle devient après. On sait que chez les gens qui ont eu de la chimiothérapie, il y a un faible risque d'augmentation de cancer à long terme. Il y a un faible risque d'augmentation de maladies cardiovasculaires. De là va être très, très, très important en partenariat avec le médecin de famille, de prendre en charge les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, la cessation de fumer, l'infertilité, comme on a parlé tout à l'heure. Il y a certains effets aussi de penser qu'on peut donner de la chimiothérapie puis qu'on va s'en tirer puis qu'il n'y aura absolument rien. C'est un peu naïf. Donc, de plus en plus, on parle de ce qu'on appelle l'effet chemo-brain, c'est-à-dire est-ce que c'est possible que la chimiothérapie ait un effet à long terme sur le cerveau? Oui, les patients le rapportent. D'ailleurs, peut-être qu'il y a un petit peu plus de difficulté à se concentrer, certains troubles de mémoire. Donc, encore une fois, c'est des poisons qu'on injecte, donc ça a toutes sortes de répercussions. Souvent est oublié les deux derniers facteurs chez nos survivants, la santé psychosociale. On va observer, puis je l'observe tous les jours dans mes cliniques, des gens qui vont perdre leur emploi, des gens qui vont être obligés de changer leur emploi, des gens qui vont divorcer, qui vont changer de partenaire. Donc, ça a un impact qui dépasse les impacts physiques. Ça a des impacts sur toutes les sphères de la vie. Et ça peut avoir aussi définitivement un impact sur la santé financière. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les effets secondaires à long terme? Bien, je pense que c'est un travail qui est un peu, je dirais, sous-estimé ici au Québec, alors que dans bien des pays, il y a ce qu'on appelle des cliniques de survivance. Il y en a peu ou pas ici au Québec. Puis je pense que c'est probablement un des manques qu'on a dans nos cliniques. Donc, je pense qu'il doit y avoir un plan coordonné pour les patients qui inclut le médecin de famille. Donc, le dépistage des seconds cancers, prise en charge des comorbidités, donc des autres maladies, prise en charge de la maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, cessation de fumer, s'il vous plaît, on n'y reviendra jamais assez. Les changements des habitudes de vie en se concentrant sur des habitudes de vie qui sont saines, c'est-à-dire l'absence de tabac, consommation d'alcool de façon raisonnable, l'exercice et s'assurer d'un bon sommeil. Donc, comme on disait, on guérit à peu près 60% des gens et bien des gens vont être guéris après une série de 6 chimiothérapies. Habituellement, on va faire des examens à la fin des traitements comme examen de base, puis après ça, on va surveiller le patient à tous les 3 mois. De nos jours, on a clairement montré que faire des scanners à tous les 3, 6, 12 mois, ça ne servait à rien. C'est une maladie, le lymphome B, diffus à grande cellule, où quand elle revient, le patient va avoir des symptômes, puis de recommencer un traitement un petit peu plus vite ou un petit peu plus tard, dépendamment de la précocité des symptômes, n'aura pas d'effet sur la survie. Donc, vous allez avoir, dépendamment de comment les médecins fonctionnent, des visites. Moi, je fais des visites à tous les 3 mois pour les 2 premières années. J'examine mon patient, je peux faire certaines prises de sang, mais c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de nouveaux symptômes qui pourraient nous faire penser à une récidive. Éventuellement, avec le temps qui passe, les visites aux 3 mois deviennent des visites aux 4 mois, puis éventuellement aux 6 mois. Puis à partir de la 5e année, normalement, j'offre à mes patients d'être suivis simplement par leur médecin de famille ou de les revoir une fois par année pour garder le contact. Malheureusement, on ne guérit pas tout le monde. Et quand cette maladie-là revient, le lymphome B diffus à grande cellule, c'est sûr que nos options vont être plus limitées. Donc, encore une fois, ici, la détermination d'un plan de traitement avec le médecin va être ultra importante. De nos jours, et on va y revenir tout à l'heure, il y a plus d'alternatives pour les gens qui ont une maladie récidivante. Mais il n'en demeure pas moins que on n'a pas 5, 6, 7 sortes de chimiothérapie pour lesquelles on peut arriver à une guérison. Souvent, si les gens sont âgés de moins de 65 ans, on va penser à faire ce qu'on appelle une autogreffe de cellules souches. Il existe un nouveau traitement sur lequel on va revenir plus tard qui s'appelle le CAR-T. Et malheureusement, ce n'est pas tous les patients qui vont être éligibles. Il y a certains patients chez qui on va être malheureusement obligé d'opter pour une certaine forme de chimiothérapie plus palliative. Donc, rapidement, l'autogreffe, c'est un traitement qui peut être offert chez les gens
avec une bonne condition physique, sans trop de problèmes de santé, lorsqu'on a moins de 60-65 ans, puis il y en a qui vont même jusqu'à 70. Donc, c'est le principe de dire que plus qu'on augmente la chimiothérapie, plus qu'on a de chances de guérir la maladie. Le problème, c'est que quand on augmente trop la chimiothérapie, on peut tuer le patient, ce qui n'est définitivement pas l'objectif. Donc, on fait ce qu'on appelle une autogreffe. Donc, c'est qu'on va chercher les bonnes cellules du patient. On lui donne une très, très forte chimiothérapie, mais on va lui redonner ces cellules-là pour essayer de prévenir les complications. C'est des traitements qui sont très, très intenses, qui ne sont pas pratiqués dans tous les hôpitaux au Québec, puis pour lesquels on a besoin souvent de rester à l'hôpital 2 à 3 semaines, dépendamment dans quel hôpital vous êtes traité. Mais l'autogreffe, comme on le dit, comment ça fonctionne, c'est qu'une fois qu'on a le diagnostic de la récidive, votre médecin va faire 2 ou 3 chimiothérapies pour essayer de mettre la maladie tranquille. On va récupérer les cellules souches, puis après ça, on va faire ce qu'on appelle la greffe elle-même, qui constitue une chimiothérapie très intensive. On redonne les cellules souches et on espère par la suite que la grosse chimiothérapie nous a permis de guérir la maladie. C'est une procédure qui n'est pas banale parce qu'elle est associée à certaines morbidités, mais un petit risque aussi de mortalité. Ce qu'on sait de nos jours par ailleurs, puis c'était l'autre diapositive plus scientifique, c'est que quand on compare les patients qui ont une autogreffe à des patients qui n'ont pas d'autogreffe, en moyenne, les gens qui ont une autogreffe vont vivre plus longtemps. Donc, le temps avance. Juste vous dire qu'on ne guérit pas tout le monde, mais il y a plein d'espoir. On va parler rapidement des CAR T-cells qui sont disponibles au Québec depuis environ 12 à 18 mois, je ne suis pas certain exactement. Il y a de nombreux nouveaux médicaments, des nouveaux médicaments qui, pour certains, sont déjà disponibles dans d'autres pays. On comprend de mieux en mieux la maladie. Puis on s'en va surtout vers un traitement de plus en plus personnalisé, c'est-à-dire quel est le sous-type de lymphome, quelles sont les caractéristiques du patient, puis qu'est-ce qui va être le meilleur traitement pour pouvoir lui donner. Tout ça pour optimiser les résultats puis diminuer les effets secondaires. Ce qui a changé un peu la donne récemment, c'est ce qu'on appelle les CAR T-cells. C'est un traitement qui est offert chez les gens qui ont un lymphome B diffus à grandes cellules récidivant, qui ne sont pas trop malades, qui ont un âge là, qui, je pense, et là, il faudrait vérifier de façon plus certaine, mais je pense que c'est moins de 70 ans. C'est un traitement où on se sert de cellules du patient, des lymphocytes qu'on va chercher. On leur injecte à l'intérieur de ces cellules-là un gène qui, lui, une fois qu'il est bien ancré dans la cellule, va être redonné au patient. Et le principe, c'est que ce gène-là qu'on a mis et qui va être à la surface des nouvelles cellules va pouvoir amener proche de la tumeur les cellules du patient qui vont combattre le cancer. Donc, c'est une forme d'immunothérapie où on se sert des cellules immunitaires du patient pour essayer de combattre le cancer. Ce n'est pas tous les patients qui sont éligibles, c'est seulement qu'une faible quantité en fonction de certains critères. Puis au Québec, il y a différents endroits pour lesquels ça se fait, que ce soit l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le centre hospitalier de McGill, Sainte-Justine en fait, je pense que Québec aussi en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une très faible proportion des patients qui vont remplir les critères et qui vont réussir au bout de la ligne à obtenir ce type de traitement-là. Pourquoi c'est intéressant? Alors qu'avant, quelqu'un qui avait une maladie multirécidivante, le pronostic était très réservé. On peut espérer, avec ce type de traitement-là, arriver à une guérison. Finalement, pour terminer, je veux renchérir sur le fait que, dépendamment d'où vous êtes traité, on va peut-être vous demander de participer à un protocole de recherche. Et c'est ultra important de participer à un protocole de recherche quand c'est possible, dans la mesure du possible. Pourquoi? C'est ce qui nous permet de faire avancer la science. Pourquoi on sait aujourd'hui que le CAR T-cell il fonctionne? Parce qu'il y a des patients, il y a 5, 10 ans, qui ont participé à ce type d'études et qui nous permettent de dire aujourd'hui que ça vaut la peine. Donc, les études, souvent, il y a 2 types de protocoles. Un protocole où on va comparer un traitement standard à un traitement expérimental. Le temps où on vous donnait un placebo et on ne vous donnait pas un traitement qui fonctionne, là, ça n'existe plus. Les gens,
il y a toujours une prémisse à tous ces protocoles-là, c'est de s'assurer que on l'espère, le patient reçoive un bon traitement. Et quand on utilise un traitement expérimental, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on assume que le traitement expérimental, du moins c'est ce qu'on croit, puis c'est pour ça qu'on fait la recherche, est aussi bon, sinon meilleur que le traitement standard. Puis c'est la raison pour laquelle c'est éthique de faire ces études-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune obligation à participer aux études, puis qu'habituellement, il y a un consentement qui est demandé au patient où on va regarder qu'est-ce que sont les effets secondaires et bénéfiques. Vous allez me dire, mais pourquoi on participe? On est des cobayes. Il ne faut pas voir ça comme étant un cobaye. C'est un bon moyen de faire avancer la science. C'est le seul moyen de faire avancer la science, puis de s'assurer que les traitements qui vont être disponibles dans 5 ans, dans 10 ans, sont des traitements qui sont efficaces, puis pas juste de la poudre de perlimpinpin. Ça offre certains avantages. Vous allez avoir accès à l'occasion à certains nouveaux traitements. Ça offre des alternatives qu'on pourrait ne pas avoir si on ne participait pas à un certain protocole de recherche. Il y a certains désavantages par ailleurs, étant donné que ce sont des projets qui sont là pour faire avancer la science, mais aussi protéger le patient. Il y a beaucoup moins de flexibilité. On doit suivre un horaire qui est ultra précis. Ça peut demander un certain nombre de visites à l'hôpital. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui a donné son consentement peut en tout temps retirer son consentement. Puis à ce moment-là, la procédure de recherche comme telle va être terminée. Tout ça dans l'espoir de faire avancer la science pour éventuellement pas juste dire qu'on guérit 60% des gens avec ce type de maladie-là, mais éventuellement peut-être 70, 75, 80, puis peut-être tout le monde un jour, je l'espère. Donc, vous avez eu en l'espace de 45 minutes un résumé de ce qui sont pour moi les choses importantes à savoir quand on a un lymphome B diffus à grande cellule. Je n'insisterai jamais assez sur le fait de parler avec votre médecin. Je pense qu'il y a des moments charnières dans la prise en charge, au moment où on a le diagnostic, quand on va parler de traitement, qu'est-ce qui va arriver après les traitements. C'est des moments où il faut prendre le temps, poser des questions, les reposer. Et je ne connais aucun médecin qui n'est pas prêt à s'asseoir puis à parler. C'est des moments qui sont importants. On sait fort bien que ce sont des, comme dans l'annonce sur le cancer, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, la tête qui s'en va vers en arrière. Je veux dire, on est essoufflé par tout ça, puis il n'y a personne qui est allé à l'école pour avoir un cancer. Donc, n'hésitez pas à poser des questions parce qu'un patient qui sait, c'est un patient qui comprend, puis c'est un patient qui se traite mieux. Sur ce, je vais terminer ici, puis je serai heureux de prendre différentes questions s'il y en a. Merci beaucoup, Dr. Lemieux, encore une fois, pour avoir pris le temps de préparer cette présentation-là qui répondait, je suis sûre, aux questions que se posaient la plupart des gens à la maison. Donc, on sait que c'est du travail, puis vraiment, merci d'avoir pris le temps de faire ça pour les gens à la maison. C'est vraiment apprécié. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion encore de nous poser vos questions, vous pouvez le faire dans la zone questions. On en a déjà reçu. Donc, la première question, vous parliez un peu plus tôt des effets secondaires liés au traitement AirChop. Donc, une personne se demandait pourquoi c'était possible de ressentir des douleurs articulaires suite à ces traitements et si vous aviez des conseils un peu afin de les soulager. Encore une fois, souvent, ce que je dis à mes patients, c'est qu'il y a toutes sortes de symptômes, puis c'est des poisons, ces choses-là. Ce que j'aime bien faire la différence, c'est est-ce que c'est vraiment des douleurs articulaires ou c'est vraiment des douleurs osseuses. Pour ce qui est des douleurs articulaires, je pense que ce qui est le plus efficace, c'est souvent le bon vieux Tylenol, puis le fait de rester très, très actif dans le traitement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le CHOP, il existe de la prednisone. Puis la prednisone, c'est un très, très bon anti-inflammatoire. Puis souvent, donc on le prend pour les 5 premiers jours de chimiothérapie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrête la cortisone, on peut avoir l'impression, c'est comme toute l'inflammation du corps qui était disparue avec la prise de prednisone réapparaît. Puis souvent, les gens vont présenter certaines courbatures, certaines douleurs musculaires, et ça, c'est le genre de choses qui arrivent, mais qui est habituellement pas dangereuse, puis qui, avec le Tylenol et l'exercice, va rentrer dans l'ordre. L'autre chose qu'il faut faire attention, c'est pour ça que je spécifiais, il y a les douleurs osseuses associées à la prise d'un médicament qui s'appelle le Grastofil.
qui est le médicament qu'on donne pour prévenir les infections chez certains patients en injection après la chimiothérapie. Et ça, c'est un signe que le Grastofil fonctionne. Et habituellement, c'est un médicament qui peut donc donner certaines douleurs, principalement au niveau de la colonne, du bassin, des os avec de la moelle, et qui vont là, encore une fois, c'est pas dangereux, mais qui vont s'atténuer avec la prise de Tylenol, certains antihistaminiques. Mais ça, il faut en parler avec son médecin parce qu'il y a des réajustements de doses qui peuvent être faits. Parfait, merci. Une autre personne se demandait si vous pouviez expliquer quelle est la différence entre le lymphome diffus à grande cellule B et la LLC. C'est une bonne question. À vrai dire, c'est deux cancers du sang, c'est deux cancers du sang où la cellule qui est malade, c'est un lymphocyte, mais c'est deux lymphocytes complètement différents. Fait que dans le fond, c'est deux maladies complètement différentes, au même titre que le cancer du sein puis le cancer du poumon sont deux choses différentes. Donc, il y a le lymphome B diffus à grande cellule, la leucémie lymphoïde chronique. Donc, c'est deux maladies qui viennent du lymphocyte, mais c'est deux lymphocytes complètement différents. Donc, deux maladies différentes, des traitements différents, pronostics différents, approches de traitement différentes. Donc, il faut vraiment voir ça comme deux entités complètement différentes. Et des fois, ce qui est difficile à comprendre quand on parle de lymphome, c'est un terme qui est très, très général, mais ce qu'il faut s'attarder, c'est vraiment le sous-type exact de la maladie, parce qu'à ce moment-là, va correspondre ce à quoi on peut s'attendre, puis qu'est-ce qu'on va recevoir comme traitement. Parfait. Puis, une autre question qu'on a reçue, une personne se demandait pourquoi ce type de lymphome est le plus diagnostiqué dans les lymphomes non-hodgkiniens et aussi pourquoi il y a plus de chances de récidive avec ce lymphome. Je pense que c'est simplement les statistiques, c'est simplement une observation. Je connais pas de cause particulière pour pouvoir dire pourquoi c'est le plus fréquent ou pas. C'est ce qu'on observe. Donc, c'est le lymphome qui est observé le plus fréquemment. On sait qu'il peut y avoir, dépendamment où est-ce qu'on demeure, des proportions des sous-types de lymphome qui sont différentes. Le meilleur exemple, c'est qu'en Asie, il y a plus de lymphome T qu'en Amérique du Nord. Donc, il y a probablement des causes qui sont environnementales, certaines causes génétiques, mais dans les faits, pourquoi c'est le plus fréquent? C'est purement statistique. Puis pourquoi on le guérit plus ou moins? Là aussi, c'est statistique, ça dépend de la maladie. Parfait. Une autre question ici, une personne se demande, est-ce qu'une autogreffe reçue en 2019 peut être sans récidive jusqu'à la fin de la vie? Tout à fait. On sait que autant on peut guérir avec la première chimiothérapie de CHOP, autant certaines personnes peuvent guérir avec l'autogreffe. C'est-à-dire, puis pour moi, quand je parle guérir, c'est vraiment guérir. C'est pas juste une rémission, c'est-à-dire d'espérer que ça soit un mauvais souvenir jusqu'à la fin de nos jours. Une autre personne se demandait aussi, voulait savoir comment on fait la différence entre les trois types de lymphome diffus à grande cellule. Ça, c'est des analyses qui sont faites par le pathologiste. Je vous dirais que c'est en fonction des caractéristiques de la tumeur. C'est pas encore, je vous dirais, c'est vers ça qu'on s'en va, parce qu'il y a de plus en plus les nouveaux traitements qui vont être essayés dans le lymphome B différentes cellules vont probablement prendre ça en compte. Mais encore aujourd'hui, de nos jours, que vous ayez le type germinal ou que vous ayez le type activé, on va vous offrir la même chimiothérapie. Mais c'est déjà, je vous dirais, la saveur du jour parce qu'on fait de plus en plus d'études génétiques sur ce genre de lymphome-là. Puis dans certains cas, certaines caractéristiques pourront peut-être faire moduler un peu la chimiothérapie, mais je vous dirais que ce n'est pas encore, là, si vous me permettez l'expression, prime time. C'est de l'information qu'on va de plus en plus chercher parce que la science évolue vers ça, comme dans tous les cancers d'ailleurs. Quand vous avez un cancer du poumon, ben, de nos jours, on ne fait plus juste dire c'est un cancer du poumon, on va dire c'est un cancer du poumon avec telle anomalie, et ça, on espère, va se traduire par des traitements différents. Merci. On va prendre une dernière question qui, je ne sais pas si ça va être possible pour vous d'y répondre. Donc, c'est vraiment une question d'actualité, on va dire. Une personne se demande si elle attrape la COVID et qu'elle a le lymphome diffus à grande cellule B, quels sont les dangers? Donc, il a dit, pour répondre à cette question-là, il faut savoir
quand est-ce? Est-ce que c'est au moment du diagnostic qu'on attrape le COVID, au moment du traitement ou dans le suivi? Ce qu'on sait comme tel pour l'instant, c'est qu'on ne pense pas que le COVID a d'effet sur la maladie. Donc, ce n'est pas parce qu'on a le COVID que le cancer devient pire. Le problème, c'est qu'avec le COVID, ben, si on fait une infection à COVID puis qu'on a de la chimiothérapie, mais c'est que nos défenses sont déjà plus faibles. Donc, il est possible que le COVID, c'est ce qu'on a remarqué chez tous les patients qui ont des cancers puis de la chimiothérapie, que le COVID, malheureusement, soit plus compliqué. Mais le COVID n'a pas d'effet direct sur le cancer. Donc, si on est en rémission, le fait d'attraper le COVID, ça ne nous donne pas plus de chances de faire de récidive. C'est vraiment dans le fait pour les gens qui vont être en traitement, si on attrape le COVID, il est possible que la complication du COVID soit plus sérieuse à cause qu'on ait déjà des défenses à cause de la chimiothérapie qui sont plus faibles. Parfait. Encore une fois, un grand merci, Dr. Lemieux. C'est vraiment votre générosité, le temps que vous nous avez accordé. C'est vraiment très, très apprécié. Donc, je vous remercie. J'aimerais remercier aussi nos partenaires sans qui la webdiffusion n'aurait peut-être pas été possible. Donc, merci à Merck, à Roche, à Bristol Myers Squibb et à Kite. Et encore une fois, si vous pensez que vous avez besoin d'informations, de soutien, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous voyez une adresse courriel ici, donc quebecinfo@lls.org. Vous pouvez également aller regarder nos webdiffusions sur notre site internet cancerdusang.ca. Et je vous souhaite une très belle après-midi. Aussi, vous allez recevoir à la fin de la présentation un court sondage. Ça prend 2 minutes d'y répondre et ça nous aide beaucoup à planifier les prochaines webdiffusions et à faire du contenu adapté à vos besoins. Donc, merci de prendre le temps d'y répondre et je vous souhaite une très belle après-midi à tous.